Bonjour mes taquins, premier épisode de 2018, David Bocage qui reprend du service à Dread sur le tape. Je suis très content de vous retrouver en cette nouvelle année 2018 et je suis très fier de vous présenter l'épisode que je ressors de la voûte aujourd'hui parce que je l'ai enregistré le 15 juillet 2017 avec monsieur Andrea Barone, qui est un nom qui vous dit peut-être rien, probablement rien. C'est un arbitre qui est arbitre pro dans la East Coast. Et peut-être que maintenant, il est rendu dans la Ligue américaine, là, mais aux dernières nouvelles, il travaille dans la East Coast, une ligue professionnelle. Et pourquoi je voulais commencer l'année 2018 avec cet épisode-là, c'est que quand arrive une nouvelle année, c'est les résolutions, c'est le moment, c'est un nouveau départ, on recommence à zéro, et c'est une opportunité de devenir une meilleure personne et de faire preuve de nouvelles qualités. Et s'il y a une thématique peut-être pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'acceptation, parce que le monde du hockey est un monde très, très conservateur, comme on le sait. Et Andrea Barone est le premier, c'est un arbitre, mais non seulement le premier arbitre, mais le premier individu dans le monde du hockey professionnel à faire un coming out. Ce qui est pas peu dire, là. Je veux dire, ça vous donne une idée, là, en 2018 maintenant, 2017, 2018, personne en a fait de l'histoire, ni pendant qu'il jouait, ni retraité. Donc c'est vraiment une omerta. Et Andrea, ça donne l'avenir de Montréal. C'est un gars de Saint-Léonard. Et d'ailleurs, il était un peu gêné là, pour le podcast. Il dit mon français est un peu rouillé, tout ça. Il parle extrêmement bien français. Évidemment, il travaille toujours en anglais, donc il a ressorti son français, mais il est vraiment, vraiment excellent. Là. C'est pas du tout un problème. Donc voilà, c'est l'épisode d'aujourd'hui avec Andrea Barone que j'ai rencontré le 15 juillet 2017 en plein ZooFest. Donc j'aime bien cet épisode avec Andrea Barone. Dread sur le tape avec David Bocage. All right, Andrea Barone. Salut, ça va? Ça va bien? Ça va? Merci de venir faire un tour au podcast. Pas de problème. Ça fait une couple de mois qu'on s'écrivait. Oui, mais là, je passe à Montréal finalement, fait que... C'est ça. Je fais un retour à Montréal. Ah oui, ton retour aux sources. Ouais. Et t'habites, parce que t'es arbitre, vous bougez beaucoup, t'habites où là, maintenant? Comment maintenant, ça? j'habite à Toronto. OK. Avant ça, j'étais à Nashville. Puis avant ça, j'étais à Vancouver. C'est pourquoi Toronto? J'étais tanné d'être dans les États-Unis. Ah, c'est ça. Peut-être, je sais pas, on peut piger un peu n'importe quelle ville parce que on voyage tellement. Tant qu'il y a un aéroport, en fin de compte, pas loin. Et j'avais des amis à Toronto et tout ça, fait que j'aime Toronto. Il y a des équipes là-bas. Déjà, il y a Brampton Beast joue là-bas et les Marlies jouent là, fait que c'est facile. Est-ce que c'était compliqué le visa américain? Y a-t-il quelque chose avec le visa que c'était compliqué? Non, pas du tout. C'est la Ligue qui nous donne le visa, fait que c'est facile. C'est vraiment facile. On donne une copie de passeport. C'est pas ça le problème. Non, pas du tout, parce que je voyage, je dirais 99% du temps de mes voyages sont aux États-Unis, alors. C'était-tu le fun de Nashville, d'habiter à Nashville? Oui et non. Oui et non, ouais. Nashville, la ville est vraiment cool. Je veux dire, il y a de l'action toujours, il y a toujours quelque chose. Broadway, c'est la rue principale. Puis le Bridgestone, l'Arena Bridgestone est directement sur Broadway. Fait que après un match, quand tu sors, fait que s'il y a un match, tu le vois tout de suite, puis tout le monde sort au bar directement à côté. Même un lundi soir, c'est fou. Puis les gens sont comment à Nashville? C'est vraiment, comme ils disent, le Southern Charm. Ouais. Mais non, les gens, en général, tout le monde sont assez fins, je veux dire. J'ai jamais eu de reproches ou des choses comme ça. Et j'ai fait en fait, quand j'ai fait mon outing public sur Outsports quand j'habitais à Nashville. C'est ça, c'est pour ça que je me demandais est-ce que les gens réagissaient. Mais la réaction était positive. À ma face, en tout cas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent derrière mon dos, je sais pas. Je peux pas contrôler ça. Ouais. Puis c'est pas je peux rien faire là-dessus. Mais l'affaire la plus intéressante, honnêtement, j'étais là durant les primaries des élections. Des États-Unis. Donc, il y a pas longtemps, là. Non, mais j'étais là en 2015-2016. OK, c'est ça. Fait que c'était avant les élections, mais c'était durant quand ils se battaient pour être le chef
républicains Le et républicain, démocrates. c'était ça. Puis c'était le rise de Trump. C'était quand tout a commencé. J'étais directement dans le land of Trump. Fait que c'était un peu c'était intéressant à voir. Ouais. Ouais. Beaucoup de gens qui disent des choses avec lesquelles t'es pas d'accord autour de toi. Ben, c'est drôle parce que, évidemment, ces supporters, il y en a beaucoup, mais j'ai jamais vu. C'est ça. Fait que c'est vraiment bizarre parce que, Ils s'affichent pas publiquement. pas du tout, parce que tu vas au gym, tu parles, il y a des télévisions, il y a CNN, il y a Fox News, il y a whatever, puis tu vois toujours, Trump, il a fait ça, il a dit ça, puis tu vois tout le monde vraiment, tu sais, il dit, oh, I can't believe it. Ouais. Puis c'est comme, dans la tête, c'est comme, OK, mais sont où ces supporters? Ouais, qui vote pour lui? C'est ça, je comprenais vraiment pas, mais il a gagné. Fait. Ouais, c'est ça. À suivre. À suivre, c'est ça, ouais. Toi, tu viens de Montréal? Tu viens de quel coin? Je viens de Saint-Léonard. OK. Ouais. Ben, c'est ça qu'on disait justement, t'es d'origine italienne. Ouais, mon père est italien, je suis moitié italien, moitié slovène. Ma mère est slovène. T'es-tu le seul au monde, moitié italien, moitié slovène? Ben, il y en a 2 autres, mes frères. Ah, c'est ça. Fait que t'es, dans le fond, toi, est-ce qu'il y a encore beaucoup une communauté italienne à Saint-Léonard? Quand même, oui. Parce que je sais que... Ça a diminué, mais quand même. Parce qu'à une époque, c'était le quartier général. Ouais, vraiment, ouais. Quand il y avait la Coupe du monde de soccer, les Ferrari se faisaient aller avec les flags. Là, je trouve que c'est une affaire de génération. Il y a beaucoup de générations qui... Ils se marient, puis ils vont acheter une maison à Laval. Parce que, Laval, ouais. Sinon, il y a beaucoup de jeunes quand même qui s'en vont dans la ville, plus vers le centre-ville. Le Myland ou Griffintown. Quelqu'un m'a dit, beaucoup de personnes m'ont dit, parce que là, on est dans Rosemont, on n'est pas très loin de Saint-Léonard, mais que c'est plus... quelqu'un me disait que c'était plus arabe maintenant, Saint-Léonard, qu'italien. Ouais. Mais je disais moitié-moitié. Ah ouais, hein? Mais honnêtement, c'est la même chose qui est arrivée dans les années 50. C'est ça. Les Italiens sont arrivés comme des immigrants. Ils sont arrivés à Saint-Léonard. Maintenant, les immigrants sont arabes. Fait ils vont à Saint-Léonard, c'est exactement la même chose. C'est juste représentatif des vagues d'immigration. Exactement. Fait que honnêtement, je comprends vraiment pas les Italiens de ma génération qui sont racistes envers les... ça n'a aucun sens. Vos grands-parents étaient exactement ces gens il y a même pas 40 ans. T'sais. Est-ce qu'il y en a beaucoup, des Italiens qui sont... Pas beaucoup, non, mais tu entends toujours des choses. Pas juste les Italiens, tout le monde. Mais je trouve ça vraiment... ironique. Ben oui, parce que c'est tellement ironique quand les Italiens parlent de même, parce que c'est comme... Ou même les Grecs, n'importe qui. Mm-hmm. Je veux pas dire que les Italiens sont racistes, c'est pas vrai. Mais dans n'importe quel quartier, tu vas trouver un petit peu de tout. Mm-hmm. Fait que, ceux qui le sont, c'est un peu ridicule. Si tu penses vraiment. Un petit cours d'histoire 101. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que toi, tu viens d'une famille, vous êtes des garçons chez vous? Ouais, 3 garçons, je suis le plus jeune. Toi, t'es le plus jeune? Ouais. OK, puis est-ce que vous étiez tous des athlètes? Non, je suis le seul. C'était toi le jock? Ouais, c'était moi le jock. Mon père, il joue au hockey. Il a joué jusqu'à 55 ans. Là, il a 60. Il a arrêté à cause de ses genoux. Mais c'est lui qui il a mis... Mon premier frère, il a joué 1 an. Il a pas aimé ça. Mon autre frère, il a joué 1 mois. Il a vraiment pas aimé ça. Et il avait peut-être 5-6 ans, Jacques, quand il a commencé. Moi, j'ai commencé à 3 ans parce que j'ai demandé à mon père si je pouvais jouer. Puis mon père était comme... j'allais attendre à 5-6 ans. Tu veux jouer? Ouais. Let's go. Puis c'est tout. The rest is history. Puis est-ce que tu étais un peu le misfit dans la famille? Ou non, ton père, ça venait déjà... ça jouait déjà au hockey dans ta famille? Non. Mon père, il regarde toujours le hockey. Il aime le hockey. Fait que c'était pas... Non, pas vraiment le misfit, non. Parce qu'il y a pas tant d'Italiens que ça, tu sais. Non, c'est vrai. Non. Étrangement, tu sais, il y a des Scandinaves, il y a beaucoup de choses, mais... Ouais, non, les Italiens, pas vraiment, non. C'est comme plus rare. Ouais, mais je veux dire, je sais pas. Grandir à Montréal, c'est toujours le hockey. Fait. C'est quand que t'as fait le switch, ou en tout cas... Fait que toi, t'as joué du hockey mineur? Oui, j'ai joué jusqu'à 19 ans. OK, puis t'as commencé à arbitrer à 13-14 ans, au secondaire. C'était juste une petite job. Sideline? Ouais. Puis c'est comment t'es venu à arbitrer? J'ai eu une lettre. J'ai eu une lettre chez nous disant que l'association hockey mineur cherchait des arbitres. J'avais 13-14 ans. Et aussitôt, j'y pensé. Tu sais, j'ai dit, c'est une bonne idée. J'adore le hockey, j'adore le hockey. Et si je pouvais être sur la glace plus souvent, pourquoi pas?
Puis il me payait en plus. Toi, tu t'es juste dit, c'était une opportunité. Ouais, juste pour être plus sur la glace parce que j'aimais tellement patiner, j'aimais le hockey tellement. T'avais jamais arbitré à ce moment-là? Non, jamais. J'ai même pas y pensé, je pense. Puis faut-tu que tu fasses un cours pour être arbitre? Ou? Ouais, il y a comme un genre de stage. T'apprends tous le 101 de l'arbitrage. Mm-hmm. C'est une fin de semaine. Puis après ça, tu fais... Il y a comme un... Tu commences pas tout de suite. Je pense... Je me rappelle même plus. Ça fait tellement... Ça fait 15 ans, je pense. Ça a sûrement changé. Mais toi, quand tu as commencé ça, tu pensais pas faire ça dans la vie? Là. Non. Pas tout de suite. Mais c'est drôle parce qu'après, peut-être... Même ma deuxième, troisième saison, j'ai pensé... J'ai dit, j'aime vraiment ça. J'aimais vraiment ça. Presque plus que jouer. Comment t'expliques à quelqu'un à quel point c'est le fun d'arbitrer? Quelqu'un qui fait, ben là, moi, je pense. Comment tu peux aimer ça, te faire arriver puis avoir cette... C'est quoi le thrill d'arbitrer? C'est quoi le fun? Honnêtement, je le sais même pas. Je peux pas l'expliquer. C'est tellement difficile de mettre en mots. Je sais pas. Honnêtement, ça l'est un thrill. Ça, c'est vrai. Et être arbitre professionnel, c'est un thrill à un autre niveau aussi. Puis c'est vraiment... Tu sais, c'est comme... C'est tellement dur à expliquer, mais c'est comme... Je dirais, c'est comme un jeu entre un jeu. C'est ça. C'est un petit peu Inception. Oui, c'est ça. T'es un des personnages principaux du match sans être celui sur le poster. C'est un peu ça. Ouais, tu l'espères que tu l'es pas, en tout cas. Non, c'est ça. Parce que les gens, quand ils voient le métier d'arbitre, ils pensent juste au stress, ils pensent juste... mais si tu penses à ça, tu ne te rendrais pas trop loin. Parce que, je veux dire, moi, je pense jamais à ça. Tout le monde me dit, c'est tellement stressant. Non, honnêtement, si tu penses à ça, c'est là que tu vas faire des erreurs, c'est là que tu vas manquer quelque chose ou tu vas coller quelque chose de trop, etc. Vraiment, c'est... Faut que tu aies du fun. Faut que tu aies du fun, puis faut que tu prennes de ton expérience. À un moment donné, je veux dire, comme ça fait 15 ans que j'arbitre, puis c'est tous des petits pas. Puis éventuellement, tu dis, OK, mais je sais, j'ai vu assez de hockey pour comprendre comment ça marche. Pas juste comme joueur, mais aussi comme arbitre. C'est quoi les trucs que t'as appris là, qui t'ont fait faire le plus gros step? Il y en a tellement. Tu fais comme, ça. Il y a des situations, des fois, que, je veux dire, ça va arriver une fois dans la vie, tu sais, sur la glace. C'est quoi les situations qui t'est arrivé que tu t'es dit, wow, là, je viens juste d'apprendre quelque chose? Des situations que tu dis, wow, boy, ça, je pensais pas vivre ça aujourd'hui. Mais... j'ai une histoire, c'est pas vraiment sur la glace, c'est avec les... C'était quand ça? C'était ma première année pro. Mm-hmm. J'avais un match... Dans quelle ligue, la East Coast? Non, c'était dans la SPHL, la Southern Pro. Okay. Ouais. Okay. Puis comme arbitre, ça t'apprend tellement dans cette ligue-là. T'en vois de toutes les couleurs. Je veux dire, les matchs, là, c'est... Tu vois... Si ça va arriver dans le hockey, quelque chose de bizarre, ça va arriver dans cette ligue-là. Puis comme arbitre, c'est parfait pour apprendre. T'es dans Slapshot, là? Presque pas loin, en tout cas. Ça devient mieux en mieux. Ils sont déjà... Quand moi, j'étais là, il y avait 8 ou 9 équipes. Maintenant, ils sont à 12. Et le hockey... Honnêtement, c'est plus le hockey que le slapshot, tu sais. Ouais. Maintenant. Mais quand même, tu vas avoir un match à un moment donné que tu vas te dire... Qu'est-ce qui se passe? Wow, boy. Ouais. Mais l'histoire, c'est une histoire de voyage, en fin de compte. Fait que... j'étais à Montréal. J'ai parti de Montréal. J'allais à Toronto. Puis après ça, j'allais à... Je pense que j'allais à Raleigh. Parce que j'avais un match... Carolina? Ouais, North Carolina. Puis j'avais un match à 1 heure, 2 heures de Raleigh. Et... j'arrive à l'aéroport ici, puis il fait une annonce que tous les vols Air Canada dans l'Amérique du Nord sont grounded. Il n'y a plus de vol. Personne part. Personne part. Il y avait un glitch de quelque chose, un système, personne part. OK. Fait que j'attends. Puis j'étais pas trop nerveux parce que j'allais à Toronto avant, puis il y a des vols à chaque demi-heure à Toronto. Fait que éventuellement, on va y arriver. Fait qu'on part de Montréal 2 ou 3 heures plus tard. J'ai manqué la connexion à Raleigh. Et c'était une des seules fois que j'ai voyagé le matin du match. J'avais un match ce soir-là. C'était pas moi qui organisait ça. C'était fait pour moi. C'était dernière minute. Puis j'ai dit, OK, je vais y aller. Et fait que j'arrive à Toronto. Je
vais au comptoir d'Air Canada et ils disent OK, tu viens de Montréal? Je dis oui. Tu vas où? Raleigh. Je dis, OK, mais le prochain vol à Raleigh est à 6 h le soir. Il était comme 11 h le matin. J'avais un match à 7h30, je pense. ça marchait pas. Fait que j'ai appelé mon boss, j'ai dit c'est ça la situation, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'il dit y a-tu des vols? Et c'est quoi les autres vols dans. Y a-tu des vols à Atlanta? Y a-tu des vols à Charlotte? Y a-tu des vols à une autre ville pas trop loin? Puis j'ai dit, t'as minute, je vais demander. Il a dit, OK, essaye Charlotte. Je vais demander, il a dit, oui, il y a un vol à Charlotte à 4 h. T'arriveras à 5h30. Charlotte, c'est à 4 h de la ville que moi j'allais. Ou 3h30, en tout cas, fait que c'est loin. Fait que j'appelle mon boss, puis j'ai dit, OK, le prochain vol, il est seulement à 4 h. Fait qu'il dit, OK, c'est parfait. Fait que dans ma tête, c'est parfait. C'est pas le mot que j'aurais utilisé. Ouais, c'est ça, c'est comme, OK, je comprends pas. Il dit, inquiète-toi pas, arrive à Charlotte, quand tu viens, appelle-moi, il va y avoir un auto qui t'attend, puis ils vont t'amener à un autre terminal. Un autre terminal, c'est quoi qui se passe, là? J'ai dit, en tout cas. Fait que j'attends mon vol, puis tu sais, là, je pense à tous les scénarios dans ma tête, quoi qui se pourrait se passer, tu sais. Et, fait que j'arrive à Charlotte, j'attends mon sac, j'entends cet auto qui m'attend. Ouais. Puis il m'amène dans l'autre terminal à 2 pas de celui-là, tu sais. C'était le terminal privé. What? Puis j'étais comme, OK, ce gars-là, peut-être. Fait que le gars. Il connaît des choses que je sais pas, là. C'est ça. Fait que le gars que j'ai appelé, c'était mon boss, c'était le président, le commissioner de la Ligue. Et lui, il habite à Charlotte. Et je le savais pas. Mais il avait son pilote. Dans la ville, lui, il est pilote. Ouais. Il est pilote automobile. Non, il est pilote d'avion. Ah, d'avion? Ouais. OK. Ouais. Fait que lui, t'a dit... C'est pour ça qu'il a dit c'est ça, fait que je comprenais rien. Je savais pas. Peut-être si je savais qu'il était pilote, j'étais OK, c'est peut-être il y a un avion, un petit avion, whatever. Je pensais que t'allais me dire automobile, genre il voulait racer. Non. Là, j'étais comme... Peut-être ça allait mieux, ça. Ouais. En tout cas, fait que j'arrive à ce petit terminal privé, puis je vois mon boss, puis il dit, all right, let's go. Fait qu'il y a genre peut-être 10 avions, là, petits avions. Puis il a dit, OK, celui-là, c'est un petit avion, un petit genre Cessna à 4 personnes. Mm-hmm. Puis je rentre mon stock, je rentre en arrière, puis là, il est 6h30 peut-être, 6h15. La game était? 7h30. Ça glace? Ouais. Fait qu'il est comme 6h15, 6h30. Je rentre dans l'avion, il dit, ta minute, je vais commencer l'avion, whatever. Fait que là, pour partir de l'avion, puis c'était un propeller, tu sais. L'avion part pas. Il y a un stall. Fait que là, je commence à rire parce que c'est ridicule. Ben, c'est tellement ridicule que c'est drôle, tu sais. T'es comme, OK, mais ce match-là, oublie ça. Il veut pas. Fait qu'il appelle le technicien, il arrive, une demi-heure peut-être plus tard. Et là, il est presque 7h, il est peut-être 6h50, tu sais, 7h moins. Puis finalement, il tourne le propeller, puis le propeller, il part. L'avion part. Dans ma tête, je suis comme, oublie ça, on y arrive. Même à ça. Même à ça, même si on y arrive, je suis pas sûr si l'avion va arriver, tu sais, parce que je pense que c'est... En tout cas, c'était vraiment... Dans ma tête, j'avais comme... Puis là, faut que je travaille un match après ça, j'étais comme... C'est ça. T'avais-tu peur dans l'avion? Non, pas vraiment. OK. Non, pas vraiment, pas du tout. Mais... fait c'était le vol peut-être 40 minutes, gros max. Fait qu'on arrive, il est 7h20. Puis il y a quelqu'un de l'équipe qui est à l'aéroport qui m'attend. Je rentre dans l'auto, on s'en va à l'aéroport, c'était à 5-10 minutes même pas, 5 minutes, c'est vraiment proche de l'aéroport. Je rentre à l'aréna à 7h25, 7h30. Je mets mes patins, j'entre sur la glace directement après les îles nationaux. Ils ont commencé avec un arbitre. Non, ils ont juste fait l'île nationale. Ouais. Puis après, moi, j'ai rentré pour dropper. À ce moment-là, il y avait... il y avait 2 juges de ligne. 2 juges de ligne, puis ouais. aucun arbitre. Non. Parce qu'il y a juste, dans cette ligue-là, il y a juste un arbitre. Ouais. Fait que, contrairement à la NHL où il y a 2 arbitres, ouais. si t'arrivais pas...
C'était à 2. Le match était... À 2 arbitres. 2 juges de ligne, puis un juge de ligne aurait fait l'arbitrage. Quand même. C'est pas idéal. Non, c'est ça. Certains diraient que c'est pas idéal. Et puis, t'es arrivé juste à temps? Vraiment, juste à temps. Puis la meilleure partie de cette histoire-là, j'ai oublié. C'est ça. Dans l'avion, dans la petite avion, à mon boss, quand j'étais en arrière, j'étais comme, il est presque 7h20, tu sais, qu'est-ce que c'est? Enfin, je me suis habillé la moitié dans l'avion. J'ai mis mon stock d'habillage dans mon Under Armour en dessous. Ouais. J'ai mes culottes, tu sais, j'ai tout mis, sauf mes patins puis mon casque. Fait que t'étais good to go. Ouais. Fait que j'ai juste mis mes patins, puis j'ai embarqué ça. T'avais tes pads de... Ouais, mes knee pads, j'avais tout. J'avais vraiment tout. C'était vraiment fou. Changer dans un avion à 10 000 pieds. Est-ce que ça t'a bien arbitré, cette game-là? Il s'est rien passé, fait que c'était facile. OK, c'est ça. Il y a des matchs que il se passe vraiment rien. Fait il y a 4-5 pénalités mineures. Parce que t'es tellement sur l'adrénaline, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, moi, ma meilleure game à vie, j'étais arrivé 1 minute avant la game. C'est vrai, c'est vrai. T'es tellement high que tu rentres sur la glace, puis là, Mais c'est ça que, comme je disais avant, tu y penses même pas. C'est quand tu y penses pas, parce que... C'est ça. Si tu overthink, peut-être là, tu vas... Ouais, t'es fini. Aussitôt, tu penses... Même, des fois, c'est... Aussitôt, si tu réagis pas, puis tu penses... Oublie ça, faut que tu réagisses. Parce que... le match, il se passe tellement vite que... C'est quoi le plus difficile d'arbitrer? Le plus difficile, je dirais, c'est faire qu'est-ce qu'on appelle le game managing. C'est-à-dire, on aimerait dire, tout le monde aimerait dire que c'est noir sur blanc, là, OK, mais le livre est noir sur blanc. Mm-hmm. Dans la vraie vie, ça se passe dans les espaces grises. Fait que, un soir, ça arrive toujours. Un soir, tu sais, quelqu'un dit, mais ça c'était un pénalité hier soir, puis ce soir, tu sais, c'est pas une pénalité, je comprends pas. Non. Puis, de un, c'est un arbitre différent. Fait que c'est une opinion différente, c'est une vie différente. Un match différent. Deuxièmement, le match est différent. Fait que c'est vraiment pas noir sur blanc. Tu sais, des fois, faut que t'appelles, faut que tu donnes une punition pour quelque chose parce que quelque chose s'est passé avant. Puis là, c'est assez, tu sais. Là, je suis tanné. Faut pas que tu perdes le contrôle de la game. Fait qu'aussitôt que ça... C'est ça. Fait que c'est ça que je appelle qu'est-ce qu'on appelle le managing. De gérer le match dans gérer les émotions. Mais c'est ça, parce que l'hockey est tellement émotif que il y a des fois, faut que tu gardes ton calme dans un ad. C'est la folie, vraiment, des fois, tu sais. C'est complètement fou, ça glace, tu sais. Dans les séries, spécialement, les émotions sont tellement hautes que tout est élevé, tout est élevé. Fait que, puis je comprends, des fois, les partisans ne comprennent pas, tu sais. Les arbitres ne comprennent pas les calls, tout ça. Je comprends. Parce que, spécialement quand t'es lié à une équipe. T'es du côté émotif, t'es juste fanatique. Ouais, je comprends. Mais en même temps, nous autres, notre métier, c'est d'être le plus impartial possible. Puis de vraiment gérer le match comme ça. Le match peut avancer. Mm-hmm. Tu sais, quand des fois, il y a des matchs que il se passe rien, mais c'est plate. Tu sais, des fois, ça arrive à tous les niveaux. Des fois, tu vois, il y a une punition qui... C'est comme... Le match, y avait-tu vraiment... C'était-tu vraiment nécessaire, cette punition-là, de ce match-là? Mm-hmm. Tu sais, des fois, c'est quelque chose de tellement petit que c'est comme, OK, play on, continue. C'est comme au soccer, un peu. C'est ça. Au soccer, c'est même pire. C'est pas pire, mais il gère beaucoup plus que le hockey. C'est vraiment plus pour avancer le match parce que ils veulent juste... Faut que ça soit le plus... C'est une des choses, c'est tellement dur à mettre en mots, mais faut que ça soit le plus... Fluide, mais pas juste ça. Je dis égal, le plus égal possible. Mm-hmm. Ça sera jamais exactement égal, mais le plus possible. Puis, mon Dieu, c'est quoi je t'ai demandé, j'ai oublié. Mais non, mais tu disais...
Ah, j'ai oublié, bref. Non, mais tu disais, c'est ça, en fait, de gérer les... parce que c'est comme un peu gérer des enfants, tu sais, quand tu vois les... gérer aussi les... Absolument. Gérer la manière que tu parles aux joueurs, qu'eux tu parles. Ouais. Ça, il y a un rapport d'autorité. Ben oui. T'es plus jeune qu'eux, certains? En général, non. Plus maintenant, peut-être? Non, plus maintenant. Je l'étais à un moment donné. Mais maintenant, je suis pas mal dans la moyenne, je dirais. Donc, c'est ouais, il y a des joueurs qui ont 19-20 ans, puis des joueurs qui ont 35-36 ans. C'est ça. T'as-tu des idoles, des arbitres que quand t'as commencé à arbitrer sérieusement, tu dis, oh, ça, c'est des modèles, des gars qui disent. Mais il y avait des arbitres que quand je voyais travailler, c'était comme, wow, c'est vraiment impressionnant. Je veux dire, Bill McCurry. La moustache? Ouais, la moustache, c'est ça. Il était, lui, il pouvait gérer un match vraiment, puis. Dans quel sens? C'était quoi? C'est quoi qui faisait qu'il était aussi bon? Sa communication était excellente. Sa communication avec les joueurs, avec les coachs, avec tout le monde était vraiment excellent. Puis il était en contrôle total du match. En tout temps. Il y avait, même quand c'était la foire complète sur la glace, il n'y avait jamais un moment que il a perdu le contrôle du match. Il y avait toujours... comme j'ai dit, même dans la folie, il y avait contrôle. Puis c'est ça, un arbitre excellent peut vraiment garder son contrôle personnel, émotif, etc., et garder le contrôle du match en même temps. Est-ce que tu l'as déjà vu en action? Oui. Je l'ai rencontré, je le connais maintenant aussi. OK. Ouais. Parce que maintenant, il travaille pour les arbitres. Oui. Il travaille pour les... superviseur, dans la Ligue nationale. Puis, est-ce que tu as déjà vu des games où il était miké, où tu entendais, ça fait le même? Oui, mais chaque année, ils nous envoient des clips des arbitres qui sont mikés. Puis nous autres aussi, des fois, on est mikés. Fait que tu le sais quand t'es miké aussi. Oui, tu le sais. C'est ça l'autre affaire. Même dans les nationales, tu sais, t'entends des clips, ils savent qu'ils sont mikés. Ouais, c'est ça. Fait que t'en mets un petit peu, tu sais. Showtime. C'est ça. Ben oui, c'est showtime. Ouais, c'est parce ça. que ça, j'avais vu justement Bill McCurry où il gérait, tu sais, parlait des gars comme Chris Pronger, des trucs, puis Chris Pronger aussi, c'est un vétéran, ça, puis mais ça reste que c'est tout le temps Bill McCurry qui a le dernier mot où jamais il y a un manque de respect. Ou, non, c'est ça. Vraiment, puis aussitôt, quand il y a si jamais... Les gars, ils vont pas s'en tirer. Non, c'était pas juste ça. Si jamais il y a quelqu'un qui manque de respect ou dit quelque chose vraiment, tu sais, cross the line, je veux dire, même moi, exemple, moi, je veux dire, si c'est quelqu'un, premièrement, ça dépend c'était qui. Si c'est le vétéran, le capitaine, d'habitude, non. Parce que c'est pour ça qu'il est capitaine ou vétéran. Ouais. Mais en général, si c'est une recrue, un joueur plus jeune, un nouveau, ils savent pas, tu sais. Fait ils savent pas comment... Des fois, ils savent pas comment se comporter sur la glace avec les arbitres, tu sais. Fait que des fois, tu vas directement au vétéran, au capitaine ou au coach. Ou quelqu'un que tu connais, tu as un bon rapport avec. Tu dis, lui, là, s'il me parle comme ça la prochaine fois, il va vous coûter. Fait que je veux plus y entendre. Puis d'habitude, c'est parfait, pas de problème. Il s'en va et puis il dit, ferme ta gueule. Donc, t'as même pas toi à gérer ça exactement. Non, Est-ce que Bill McCurry, c'est quelqu'un où l'aspect communication, c'est quelque chose que toi, tu te dis, OK, ça, je veux que ça soit une de mes skills? Ou... Ouais, mais il faut. Rendu à ce niveau-là, si t'as pas de communication, tu te rendras pas loin. C'est ça, pas 50% de la job, mais pratiquement. Ouais, c'est communication puis gérer le match, c'est un peu la même. Ça tombe dans la même chose. C'est 80% de la job, c'est ça. C'est la communication puis comment tu gères le match. Comment tu gères un gars ou un coach qui est en furie contre toi? Mais là, tu lui donnes un avertissement, tu sais. Tu laisses dire son mot, qu'est-ce qu'il va dire, parce que tu comprends qu'il est émotif. Puis quand c'est assez, puis tu dis, là, c'est assez, la prochaine fois. Le prochain mot, je vais te mettre un gars dans la boîte. Puis aussitôt tu dis ça d'habitude, les coachs, parce que la dernière chose qu'ils veulent, c'est d'avoir de coûter leur équipe, 2 minutes. Fait d'habitude, quand tu donnes l'avertissement comme ça, tu dis, OK, le prochain mot, je te mets un gars pour 2 minutes. D'habitude, ils se calment. Ouais. Ils vont être encore, comme ils disent, en crise, mais moins en crise. Vraiment. Je voulais revenir à ton parcours, il y a tellement d'affaires à discuter avec toi, là, mais revenir un peu back à adolescent quand t'as arbitré tout ça. Ouais. Toi, t'es né en 89. 9, c'est ça, on a le même âge, on est né la même année. Puis je regardais. Avril? Moi, je suis mai. OK. Toi, t'es avril? Ouais. Bon, on est presque la même personne.
Puis t'es plus proche de la Ligue nationale que moi. Mais je regardais, je lisais sur toi, puis il y avait un article du Hockey News. Ouais. Qui a beaucoup été partagé. Puis un des trucs, justement, on avait le même âge, on était au cégep en même temps. Toi, t'étais à Dawson. Ouais. L'année. Ouais, j'ai commencé en 2006, puis c'était la première année quand... J'étais ma première année, puis c'était l'année de la fusillade, ouais. Exactement. Ouais. T'étais au collège quand c'est arrivé? J'étais à 20 pieds du gars. J'étais dans la cafétéria. C'est quoi ton souvenir de ça? Raconte-moi. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vécu? Mais... ironiquement, j'étais avec ma blonde dans le temps. Ça, et j'avais 17 ans. On la salue d'ailleurs. Ouais, on la salue. C'était la 3e semaine, parce que ça s'est passé en septembre. Fait que c'était vraiment la 3e semaine après la rentrée. Et je viens de commencer, j'avais fini le secondaire en mai, en juin, puis je viens de commencer. Puis j'étais dans la cafétéria avec ma blonde puis ses amis. Puis j'étais face au mur. J'étais assis face à un mur. Puis j'ai entendu 3-4... Mais moi, je pensais que c'était des firecrackers. Genre. Ouais. Parce que la première semaine de l'école, il y avait quelqu'un qui a fait sauter des firecrackers dans la cafétéria. Comme un câble. Là, mais, à 17 ans. C'est ça. Tu sais. Quand t'entends ça après, tu penses que c'est des firecrackers. C'est ça. Puis moi, j'avais jamais entendu le son, un vrai son d'un fusil. Jamais. Fait que, quand il y avait comme 3-4 tirs, puis moi, j'étais face au mur, fait que moi, je pensais que c'était le même cab avec les firecrackers dans la cafétéria. Fait que, puis en fait, c'est moi qui ai fait... C'était moi qui ai fait la chose de cab parce que je me suis tourné et je me suis levé de ma chaise. Fait que là, j'étais plus... Une cible. Vulnérable, ouais. Puis j'allais dire, c'est qui le petit cave avec des firecrackers encore, tu sais? J'ai même pas eu le temps de dire ça. Je me suis tourné puis j'ai vu un gars, tu sais, genre Matrix, habillé comme dans les Matrix, tout noir, avec un fusil, puis après ça, honnêtement, j'ai une trentaine de 45 secondes, je me rappelle absolument rien. J'ai un blanc mais noir. Puis après ça, j'ai tourné puis j'ai sauté sur ma blonde à terre. Puis après ça, on a fait genre un army crawl jusqu'à complètement l'autre bout de la cafétéria pour se mettre derrière un mur. Puis on était une vingtaine derrière ce mur-là, éventuellement. Puis j'ai vu... Avant ça, quand on était à terre, je me suis retourné pour mettre ma blonde en avant de moi. Puis j'ai vu... On était à terre, puis j'ai vu, entre les tables, j'ai vu Anastasia, la fille qui est morte à terre. Puis il y avait... Elle s'est fait tirer dans son abdomen. Puis après ça, fait que j'étais comme... Fait que dans le moment, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. T'es comme, what's going on? C'est pas de référence. Ouais, non, c'est ça. Ça se passe tellement vite. Puis quand j'ai vu... Le moment que j'ai vu ça, dans ma tête, j'ai dit, OK, c'est pas une joke. On n'est pas dans un film, c'est vrai. Ça se passe là. Ouais. Fait que on est allé, comme j'ai dit, derrière un mur. Puis après ça, il y avait une fille qui s'est... s'est fait tirer dans la jambe. Dans le haut de jambe. Elle était correcte, tu sais. Elle était pas... Elle marchait encore ou... elle était déjà assise quand j'ai arrivé à terre. Mais je l'ai vu, puis il y avait beaucoup de sang. Puis on était derrière ce mur-là, on était dans la cafétéria, comme la vraie, tu sais, où il achetait la bouffe puis tout. Mm-hmm. Puis, fait que j'ai pris genre 20 napkins qui traînaient. Puis je l'ai mis sur la fille, sur sa jambe, avec une ceinture. C'est la seule chose que tu peux faire. Ouais. Après ça, j'étais assis à terre avec ma blonde qui pleurait, puis on attendait, puis on voyait plus rien parce qu'on était derrière le mur, mais on entendait juste les tirs des policiers puis du gars. OK, fait qu'il y avait déjà des policiers sur place. Oui. Ils sont allés, honnêtement, il y avait 2 policiers qui viennent d'arriver à peu près 30 secondes avant que ce gars-là est entré, il était dehors parce que quelqu'un, je pense, la sécurité de Dawson, ils ont appelé la police pour quelqu'un qui faisait de la drogue, vendait de la drogue, quelque chose de ce genre-là. Puis quand ils ont arrivé, le gars, il rentrait. Fait qu'il était à peu près à 30 secondes derrière le gars. Même pas à 20 secondes derrière le gars. Fait que quand ils ont entendu les coups de feu... il était là tout de suite. Il était là après, même 15-20 secondes. Ils l'ont suivi dans la cafétéria parce qu'ils l'ont vu de dehors, de loin. Puis c'est là qu'il y a eu un échange de coups de feu entre les deux. Puis après ça, mais lui, tout de suite, il a pris un gars en avant de lui comme bouclier. C'est ça. Fait que il pouvait pas vraiment le tirer tout de suite.
Fait qu'après ça, éventuellement, il y avait plein de policiers, le SWAT team, tout le monde. Mais il y avait des tirs des deux bords. J'ai 10 minutes, mais c'était pas 10 minutes, c'était peut-être 2-3 minutes. Puis éventuellement, un policier l'a tiré dans le bras, puis après ça, tout de suite, il s'est tiré dans la tête. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est tout pendant que vous étiez derrière le mur. Ouais. Mais fait vous... qu'on a entendu tout. Puis vous savez pas qui tire quoi, là. Non, c'est ça. On savait pas, on savait rien. Toi, tu sais pas s'il se rapproche de toi. Non, c'est ça. C'était ça, hein. Puis après ça, en sortant, parce qu'ils pensaient qu'il y avait des autres tireurs dans l'école, parce On sait pas. On sait pas. Ouais. On sait jamais. On a sorti sur le côté... On a sorti sur le côté d'un... Il faisait des rénovations dans le temps, dans la cafétéria. Fait qu'il y avait genre un mur, mais c'était genre un mur temporaire. Je pense qu'on a sorti vers ce mur-là. Puis un policier, il avait amené Anastasia sur le côté parce qu'elle était à terre. Puis il était face au plancher. Puis il y avait juste tellement de sang qui sortait de son abdomen. Puis le policier était à côté d'elle, à genoux. Il prenait... vous voyez si elle était encore à vie. Il prenait son pouls, ouais. Puis j'ai arrêté comme... Je l'ai regardé, j'étais comme un peu en choc, tu sais. Puis le policier m'a regardé, puis il a dit en anglais, il a dit « Get the fuck out of here. » Reste pas ici. Ouais, reste pas ici. Tu sais. Crisse ton camp, genre. Ah ouais. Puis vite. Ouais. C'était moins poli que... Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai littéralement mis mon pied dans ce sang-là, puis j'ai marché au-dessus de son corps, puis il fallait que je sorte de même. Fait que c'était vraiment... J'avais 17 ans, tu sais, fait que... N'importe quand, c'est beaucoup, mais à 17 ans, c'est... C'est des images qui te restent? Ah, absolument, oui. Est-ce que tu penses encore à ça des fois? Oui, j'y pense assez souvent, honnêtement, mais ça m'affecte pas dans ma vie. C'est comme... Non. Je peux quand même... Je suis correct, tu sais. Mais il y a eu j'avais lu dans l'article que ça disait que ça t'avait pris une couple d'années avant de... Ah, ouais. Tu as eu une forme de syndrome post-traumatique. Ah, oui, mais puis... Dans un certain sens, je l'ai encore. C'est quelque chose qui reste avec toi, je pense. Tout le temps? Ouais, je pense. En tout cas. Mais tu disais dans l'article que ça t'avait pris jusqu'à 4 ans. Ouais. Pour que ça disparaisse complètement. Comment tu t'étais senti après ça? Honnêtement, c'était un peu comme... C'était un peu comme les années perdues, genre. Oh. C'était vraiment... J'étais comme un... J'étais comme un fantôme dans les rues, tu sais. Je voulais rien faire. Je voulais pas aller à l'école. J'étais encore enregistré à Dawson tout ça, mais j'allais pas en classe. C'était vraiment dur, je veux dire. Dans le temps, si quelqu'un me demandait si t'es-tu correct, je disais oui, je suis parfaitement correct, tu sais. C'est comme plus... C'est dans un autre niveau. C'est complètement... C'est vraiment différent. C'est pas comme, tu sais... C'est pas comme t'as une journée off. T'sais. Non, c'est ça. C'est complètement différent. C'est quelque chose qui... Ça couvre... Je sais pas. Comment tu t'en es sorti de ça? J'étais allé à Vancouver. Je suis déménagé à Vancouver, honnêtement. Ouais. Pour arbitrer? Ouais, pour aller à l'école aussi. OK. Ouais, j'allais à l'université là-bas. Puis... ouais, je veux dire... Entre 18 et 22, ces 4 ans-là, j'ai parti à Vancouver quand j'avais 22 ans. Mm-hmm. Ces 4 ans-là, il y avait tellement de choses que j'ai essayé de gérer dans ma vie. Il y avait évidemment la fusillade. Il y avait... j'étais pas out encore. Puis je savais même pas moi-même que j'étais gay. C'était comme tellement... c'était tellement abstrait. C'était une idée tellement... C'est tellement abstrait que c'était même pas une option dans ma vie, tu sais. Mm-hmm. C'est ça que je vais te demander, parce que toute cette affaire-là, toute cette période-là, comme coordonnée un peu avec une prise de conscience de ta sexualité, mais ça, c'était comme tout arrivait en même temps, toutes ces affaires-là. Mais c'est ça. Fait que dans ces 4 ans, c'était... j'ai un peu perdu contrôle de mes émotions, puis j'ai perdu contrôle j'ai perdu contrôle de ma vie un petit peu, dans un sens. J'ai pas fait de drogue, j'ai pas bu beaucoup d'alcool, j'ai pas abusé, mais émotionnellement c'était vraiment dur. Mm-hmm. Ouais. Comment tu t'es rendu compte que t'étais gay? Comment tu vis? Éventuellement, tu sais,
c'est pas mal. Quand j'avais... C'est quand t'as compris. T'sais. Ouais, mais j'avais 22 quand j'ai vraiment compris. OK. Mais avant ça, je veux dire, moi et ma blonde, on s'est séparés comme à 18 ans. Puis depuis entre 18 et 22, dans ces 4 ans-là, j'ai même pas eu comme une date, rien. J'étais pas intéressé en personne. Puis je faisais juste des excuses, non, pas elle, etc. Puis je savais pas pourquoi. Peut-être c'est moi, peut-être non, je sais pas. Je sais qu'est-ce que je veux, ouais, mais je le savais, en tout cas, c'était pas une fille. Ouais. Mais puis éventuellement, si je voyais un beau gars, je le regardais, puis je disais, OK, dans ma tête, je disais, ce gars-là, il est beau, whatever. Puis éventuellement, une fois, 2 fois, 3 fois, éventuellement, 2, 3, 4 ans de ça, tu te rends compte éventuellement que peut-être t'es gay, peut-être t'aimes les gars. Fait que, il y avait ça. Puis, il y avait aussi, c'était 2011, je pense. Ouais, 2011, je pense. Puis, le mouvement les droits des gays avançait aussi. Puis, il y avait beaucoup de plus. Il y avait une ligne ouverte de communication, dans les médias, etc. Fait que ça a ouvert mes yeux un petit peu. J'ai compris un petit peu plus c'était quoi, qu'est-ce que ça voulait dire être gay, tu sais. Parce qu'avant ça, je connaissais pas vraiment personne qui était gay, je connaissais rien dans ce monde-là. Fait que ça a aidé un petit peu. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui j'en parle tellement. Parce que je sais qu'il y a encore tellement de personnes qui sont pas confortables avec ça. Puis même s'ils sont gays ou non, tu sais, d'une manière ou l'autre, ils sont pas confortables avec. Ils sont pas confortables parce que ils veulent pas faire leur outing parce que ils ont peur, ou sont pas gays, mais sont pas confortables avec être en entour des gars gays ou whatever. Ouais. Tu sais. Comment ça s'est passé avec ta famille? J'ai dit tout le monde. Fait que je suis parti en septembre, Vancouver, j'ai commencé l'école, puis l'hockey là-bas. Et pas mal. J'ai appelé tous mes amis puis mes frères en octobre. Je pense que dans la même journée, j'ai fait comme un binge call à tout le monde. Et après ça, mais j'ai dit, je voulais dire à mes parents en personne, je voulais pas dire par téléphone. Fait que quand je suis revenu pour Noël, j'ai dit à Noël. Fait que Noël 2011. Puis honnêtement, c'était tout le monde était supportif, tout le monde. J'avais pas une réaction négative dans mes amis ou dans ma famille. Et je réalise que je suis tellement chanceux dans ce cas-là, parce que souvent, c'est pas le cas. Est-ce que tu as eu peur? Oui, absolument. De ta famille, tu sais, le cliché de la famille italienne? Ouais. Mais il y avait un peu ça avec mon père, mais honnêtement, mon père était excellent. Je veux dire, il est incroyable, vraiment incroyable, sportif. Et encore, il est fier de moi. C'est drôle parce que moi, je suis le plus jeune. Moi, j'ai sorti à 22. 3 ans plus tard, mon frère est sorti aussi. Puis lui, il avait été beaucoup plus vieux. Lui, il avait 27. Là, il a 30. Là, il avait 27 quand il a fait son outing, puis là, il a 30 ans. Puis c'est comme si c'est toi qui as ouvert le chemin pour... c'est drôle parce que je suis le plus jeune, mais... Est-ce que tu savais qu'il était gay? Non. T'as jamais douté? Tu t'es jamais pensé à ça? Non, pas vraiment. C'est drôle parce que quand je l'ai dit à tout le monde a dit la même chose. Ils ont dit... on s'en fout, mais on était surpris quand même. C'est toi le jock de la famille. Ouais. S'il y en avait un des 3 qui était gay, je dirais ton frère dans le milieu. Puis c'est drôle parce que c'est lui qui a sorti. Les apparences. Mais c'est ça, parce que tu sais, quand on pense à la famille italienne, on pense au, tu sais, genre, on fait un film une couple d'années qui s'appelait Mambo Italiano. Ouais. C'était justement le jeune Italien qui commande, puis ses parents étaient comme oh maman, c'était vraiment cliché, mais c'est ça, et ça reste qu'il y a comme une... Non, vraiment, c'est un stéréotype, puis c'est un cliché. Puis je dis pas que c'est pas vrai, mais dans mon cas, c'était pas ça. Ça veut dire. Je disais aussi en que tu avais fait une dépression. C'était dans quel moment, ça?
C'était-tu avant, ça? Ou... Mais les 4 ans qu'on parlait avant. C'est ça. Puis même après, honnêtement, à Vancouver, parce que je dis toujours la même chose. Il y a 2 étapes quand tu fais ton coming out. Ouais. Je dis toujours la même chose. La première personne que faut que tu fasses ton coming out, c'est toi-même. Faut que tu le dises toi-même. Faut que tu l'admettes toi-même. Oui, je suis gay. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de l'accepter. Puis c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. De l'admettre et l'accepter, c'est vraiment pas la même chose. L'admettre, c'est voir que c'est ça. C'est Puis ça. l'accepter, c'est vraiment embrace. Ouais, c'est ça. De dire, OK, ben je l'accepte. C'est puis je suis en paix avec ça. C'est en plein ça. Puis c'est la deuxième partie que j'ai vraiment eu de la misère avec. Parce que là, tu savais que t'étais gay. Ouais. Mais là, c'était... Puis j'avais même fait mon hunting avec ma famille, avec mes amis et tout ça. Puis c'était même après ça. C'est après ça que ouais, quand même, tout le monde était correct avec. Tout le monde était, comme j'ai dit, supportif. Mais c'est après ça que là, j'étais comme, OK, mais je comprends pas parce que... C'est drôle parce que dans le milieu gay, j'étais le jock, le gars de hockey. J'étais différent, tu sais. Puis dans le monde hockey, j'étais différent parce que j'étais gay. Fait que je savais vraiment pas où je me trouvais, tu sais. Fait que ça c'était vraiment dur. Comment t'as réussi à finir as-tu accepté, hein, aujourd'hui? Oh, ouais, okay. Ouais. Je pense... En fin de compte, je me suis dit quelque chose et j'ai dit, je m'en fous, tu sais. En fin de compte, je vais être moi-même, n'importe où. Ça prend un petit peu de laisser aller, là, ouais, de lâcher prise. Un laisser faire un petit peu, ouais, vraiment, whatever, tu sais. Ouais. Je veux dire, dans le milieu gay, si je vais être moi, ouais. Puis dans le même hockey, je vais être le même moi. Ouais. Puis je vais pas changer, je vais pas être plus masculin dans un domaine, puis moins dans l'autre, etc. Ou whatever, tu sais. C'était vraiment être juste be you, comme ils disent. Puis là, ça, c'était à 22, t'as dit? Ça, c'était entre 22 et 25. Ouais. Puis là, à Vancouver, j'étais là 3 ans. Puis là, t'arbitrais à ce moment-là? Ouais. À temps plein? L'hockey junior. Non, j'étais à hockey junior, puis le junior, c'est pas vraiment à temps plein. J'étais à l'école, puis je faisais ça le soir. C'était-tu la WHL? C'était la BCHL. Donc, juste en dessous la Junior A. Junior A là-bas. Ici, c'est Junior 3, je pense. Ouais, exact. C'est exactement ça. Et là, après que t'as arbitré... Là, après les 3 ans là-bas, je me suis fait engager dans la SPHL puis dans l'ECHL. Puis j'ai fait 1 an dans la SPHL. Et puis j'ai fait 1 an dans la SPHL avec des matchs dans l'ECHL. Un petit peu. C'est ça. Et call-up. Puis là, je suis dans l'ECHL. Puis cette année qui s'en vient, en septembre, je pense que je vais faire la AHL aussi. Oh! Ouais, bravo! On verra. OK, je touche du bois. C'est pas confirmé, mais on verra. Je touche du bois. Puis là, maintenant, avec une équipe ici à Montréal, puis... C'est-à-dire le Rocket, ça? Ouais, c'est ça. À Laval? Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'il y a une équipe ici. Maintenant, il y a une équipe, les Marlies à Toronto. Puis l'équipe des Sénateurs... Binghamton. Ils s'en vont à Belleville. Ouais, c'est ça. Fait qu'il va y avoir 3 équipes sur la 401 entre ici et Toronto. Fait que c'est plus facile pour le voyage. Le voyage, j'habite à Toronto déjà. C'est ça. On verra, okay. Mais c'est ça. Je vais y venir tantôt de toute manière parce que je voulais t'en parler, mais c'est ça. Donc, là, tu te fais engager dans la East Coast, qui est une ligue professionnelle. Ouais. Dans le fond, pour ceux qui savent pas, c'est la Ligue nationale. Juste en dessous, c'est la Ligue américaine. La AHL, juste en dessous de la Ligue américaine, c'est la East Coast League, qui est dans le fond le 3e palier, si on veut. C'est comme le 2A dans le baseball. C'est ça, exactement. C'est juste, t'es à deux ligues, la Ligue nationale. Et là, t'arbitres dans la East Coast. Donc, là, t'arbitres à temps plein professionnel. Ouais, ça, c'est temps plein, ouais. Tu sais, on sait que les arbitres de la Ligue nationale, bon, ça reste... c'est un beau métier, ils font des salaires très confortables. Intéressants. Ils ont des beaux hôtels. Oui, c'est du voyagement, puis c'est un style de vie, mais ça reste que c'est le best case scenario pour un arbitre. Dans la East Coast Hockey League. Ouais. Ça dépend ça dépend. Quelles sont les conditions? Ça dépend de la ville. Parce que t'as des équipes dans une grosse ville, puis t'as des équipes qui sont vraiment dans le middle of nowhere, comme ils disent. Ouais. Puis, faut que tu te rendes là. Faut que tu te rendes là, exactement. Fait que... mais en général, je veux dire... Toi, dans le fond, t'as une valise. Tu vis beaucoup dans ta valise. Là. Ben oui. L'année passée, la saison passée, j'ai passé à peu près une 20aine de jours par mois sur la route.
Fait que... Tu sais, t'as combien de parties par semaine à arbitrer? 3 ou 4. OK. Ouais. Mais c'est quand... D'habitude 3. D'habitude, c'est le déplacement entre ces games-là. Non, d'habitude, parce que dans les ligues mineures, fait que dans la Ligue américaine puis dans la ECHL, d'habitude, une équipe va aller pour une fin de semaine, ils vont faire 2 ou 3 games contre la même équipe. OK, fait comme au baseball un peu. C'est ça. Pour sauver l'argent, pour faire le voyagement, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Puis toi... Ils voyagent pas mal tout en autobus. C'est ça. Puis toi là, les joueurs ils ont des autobus, ils ont les équipes, ça s'occupe d'eux. Toi, comment tu te rends une game? Ça dépend. Je veux dire, 75% du temps, 3/4 du temps, c'est en avion. Puis on loue en auto. Puis l'autre quart du temps, on va prendre notre auto. Comme de Toronto, je veux dire, j'ai 5-6 arénas que je peux conduire. Le maximum, je laisse, c'est 6 heures. Est-ce que comme ils te payent au kilomètre ou c'est ça? Est-ce que dans la East Coast, tu peux gagner ta vie comme arbitre à temps plein? Ben, durant la saison, oui, mais on gagne pas assez pour être confortable l'été aussi. Fait qu'on a des autres métiers l'été, etc. Qu'est-ce que tu fais l'été, toi? Moi, je suis un personal trainer. Fait que tu fais de l'entraînement. Je fais de l'entraînement avec, dans un gym à Toronto. Dans la Ligue américaine, est-ce que tu peux gagner ta vie assez? Mieux, oui. Mieux, mais quand même un off-season job. Oui, mais 2 choses. Tu sais, 4 mois à rien faire, c'est long. C'est long. C'est plate. 4 mois, ouais, c'est ça. 4 mois à rien faire, pas payer. Mais même si tu fais l'argent durant la saison, tu peux sauver un petit peu, même à ça. Je veux dire, tu vas vouloir faire quelque chose. Ah oui, faut que tu restes en shape aussi. Là, il y a ça aussi, oui. Puis, dans la Ligue nationale, c'est différent parce que ils gagnent beaucoup d'argent. Ouais, dans les 6 chiffres. Ouais, c'est ça. Puis ils sont payés à l'année longue. Ils reçoivent des chèques à l'année et non pas juste dans la saison. C'est ça. Fait que même l'été, ils sont payés. Fait que là, c'est différent. Ouais, tu as des pensions, tu peux voyager, tu peux faire n'importe quoi. Avec ce salaire-là, tu peux voyager, tu peux, etc. J'imagine que quand tu arbitres, ce que tu veux faire, c'est l'inverse de voyager, peut-être. Le mois de juin, c'est tu veux rester pas mal chez toi, ouais. Fait qu'en ce moment, tu t'arbitres dans la East Coast, puis c'est ça. Puis dans la East Coast, ça fait combien de temps que t'as arbitré 2 ans? Je commence ma 3e saison. 3e saison, là, ça va. Et c'est à quel moment, après combien de temps que tu as décidé? Parce que les gens en privé, parce que ton coming out public comme arbitre, tu l'as fait en quelle année? 2015, fait qu'il y a 1 an et demi. Décembre 2015. Puis ça faisait déjà 1 an et demi que tu étais dans la ligue? East Coast? Non, c'était ma première saison dans la East Coast. Okay. Je viens de commencer en septembre, puis en décembre. Puis est-ce que les gens savaient que tu étais gay? Oui. Mais c'est pas quelque chose les autres arbitres, oui. OK. Mes boss, les autres arbitres en général. Les joueurs, les coachs. Tout le monde se parle. Fait je dirais pas non. Je dirais pas oui et non. Je suis sûr qu'il y a des joueurs des coachs. C'était pas un secret pour toi. Tu cachais pas ça. Pas du tout. Puis c'est quoi qui t'a poussé à prendre une décision pour dire, OK, moi, je veux que ce soit public. Je veux dire j'ai parlé avec quelqu'un à Outsports. C'est un magazine, c'est un genre de online magazine. Un blog. Genre, c'est une place pour des athlètes qui peuvent faire leur coming out. Un petit peu comme le Players Tribune. Ouais, genre, dans un cadre homosexuel. C'est ça, exactement. Et ils font du vraiment bon travail avec Outsports. Puis j'ai parlé avec eux autres, ils m'ont parlé, tu sais, ils ont dit il y a vraiment personne dans le domaine de hockey qui est out, vraiment. Ça c'est vrai, hein? C'est très vrai. C'est qu'est-ce que j'appelle la dernière frontière. De tous les sports nord-américains majeurs, le baseball, le football, 5, ça? même le soccer. Le soccer. Robbie Rogers qui joue pour la Galaxy, ouais. Il n'y a aucun joueur, arbitre, coach, actif ou retraité qui a fait son coming out. Personne. Ce qui est statistiquement impossible. Ouais, vraiment impossible. Puis j'en connais, fait que c'est impossible. C'est ça, j'allais dire. Je te le dis, c'est impossible. Parce que t'en connais qui sont dans les ligues professionnelles. Ouais. Puis est-ce que ces gens-là ont des femmes puis des enfants? Ça dépend. Des fois, oui. Oui, des fois, oui. Des fois, non. Ils peuvent pas le dire. Non. Ils veulent pas le dire. Non. Pourquoi ils veulent pas le dire, tu vois? C'est une décision tellement personnelle. Puis il y a tellement de facteurs différents, je veux dire. S'ils ont une famille, puis une femme, etc., des enfants, c'est ça. Oublie le hockey, là. Tu sais, juste personnellement, c'est beaucoup. Ouais. Et même chose. Puis s'ils sont plus jeunes, puis ils ont pas de famille, puis ils sont pas mariés, etc. Mais là, c'est
honnêtement, je sais pas. La culture de hockey est tellement... c'est tellement différent. C'est tellement comme des fraternités, genre. Ouais. Puis c'est une culture qui est... Moi, je le dis toujours, puis je le cache pas, le hockey. Puis le sport en général, mais le hockey, spécialement le hockey, sont à peu près 10 à 15 années derrière le mouvement des droits gays, etc. Ouais. Puis de la mentalité. Tu sais. Plus, est-ce que le hockey est plus que d'autres sports? Généralement, oui. C'est encore un peu c'est encore macho, fermé. C'est vrai, ouais, absolument. Pourquoi le hockey est autant en retard? C'est la culture qui est vraiment... Qui est lente à bouger. Très lent. Il y a des autres sports où ça arrive beaucoup plus vite. Puis il y a des ligues qui font vraiment du bon travail. Même dans le hockey, il y a des ligues qui font du bon travail, mais c'est... Tu sais, comme l'exemple, tu Ryan Getzlaf. Tu sais. L'année passée, avec Andrew Shaw à Chicago, ils l'ont suspendu un match quand il a dit quelque chose d'homophobique à l'arbitre. Andrew Shaw qui avait dit quelque chose d'homophobique à l'arbitre, ouais. Et genre la même chose c'est reproduit cette année avec Ryan Getzlaf dans les séries. L'année passée avec Shaw, c'était dans les séries aussi. Puis Getzlaf, ils ont juste donné une amende. Ouais. Fait que c'est pas un message. Il donne des messages mixtes. Fait qu'on sait pas c'est quoi qu'il pense vraiment, tu sais. Parce que si c'est Shaw, tu peux le sentir, mais si c'est Getzlaf, là, oups, c'est trop... Mais c'est pas juste ça, c'est pourquoi pas un puis l'autre, puis ça devient une question de qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est pas correct, tu sais. C'est oublie le hockey, oublie le match, oublie c'est qui, tu sais. Puis tout le monde, t'as plein de joueurs qui disent toujours que on n'aurait pas de problème si on avait un joueur gay dans notre équipe, tu sais. Puis c'est bon à entendre, ça c'est important. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Généralement, oui, ça c'est vrai. Mais une fois que quand tu prends ces joueurs-là, t'es mets dans la culture de hockey, il y a quelque chose qui se passe que je peux même pas expliquer, mais c'est vraiment différent. Tu sens que les gens autour réagissent différemment ou des trucs? Ouais. Quand ils sont one-on-one, ils sont différents, puis en groupe, c'est la mentalité de groupe, en fait. La troupe de loup, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça serait difficile, tu penses, pour un homosexuel d'être dans une équipe, dans un contexte de groupe? C'est ça que tu veux dire? Ou en tout cas, ça serait intéressant. Mais si c'est pas vrai, c'est l'apparence qui donne, en tout cas. OK. Puis quand t'as vraiment peur de faire quelque chose comme un coming out dans une équipe, quelque chose, puis ça c'est la perception, ben dans ta tête, cette perception, c'est la réalité. Ouais. Puis c'est ça que beaucoup de monde ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'un joueur fasse un coming out ou un... Je le sais pas. Est-ce que on devrait faire un pool à savoir c'est quand, dans combien de temps il y aura le premier coming out officiel dans la NHL? 5 ans? 10 ans? Non, j'aimerais dire 1 an, je sais pas. Mais ça, honnêtement, je te dirais 1 an, je te dirais 10 ans. Puis on est le 15 juillet? Ouais. 15 juillet 2017? Ouais. OK. On va mark my words, qu'on dit. 15 juillet 2017, dans un an. Moi, je vais dire 2019. 2019. Moi, je vais dire ça. Mais j'aime ça. C'est optimiste. Ouais. C'est optimiste de dire que... Parce que toi, t'es le premier à faire ton coming out dans le hockey professionnel. Ouais, comme gars. Parce qu'il y en a des filles. Des filles, oui. C'est des filles. C'est vrai, j'ai reçu... On oublie ça souvent. Non, mais c'est vrai, j'ai reçu Charlène Labonté. On en a parlé. On en a même parlé. C'était extrêmement intéressant. Puis c'était un contexte complètement différent. Différent, mais très important aussi. Oui, exactement. Puis le fait qu'elle aussi a fait le choix d'en parler publiquement. Ouais. Puis, en tout cas, bref, c'était très intéressant. Mais donc, on se met une note pour 2019. Je te réinvite en 2019. Parfait. Puis s'il y a quelqu'un qui a fait un coming out. Comme, c'est intéressant aussi parce que tu disais, parce qu'on disait que c'était impossible qu'il n'y ait pas d'homosexuels quand 10% de la population est homosexuelle. Tu as dit, ben oui, c'est impossible, j'en connais. Mais c'est parce que les gars, tu les croises dans des contextes. Ouais. Dans des bars gays, dans des... Ben, c'est ça, oui, c'est arrivé. Puis j'ai eu des emails, etc. après mon article. D'athlètes. Ouais. Qui sont game de te dire en privé, moi, je suis. Ouais, c'est ça.
ils te font confiance quand même de faire. Pas dans le sens Ben dans le sens que tu le dis à la question, mais dans le sens que ça les a vraiment rejoints là, pour qu'ils prennent le temps de t'écrire, te dire écoute, moi j'ai un secret là. Ben c'est ça, parce que quand j'ai écrit mon article, quand mon article a sorti, puis tous les articles après ça qui ont sorti après ça sur cet article-là, il y a beaucoup de commentaires. En général, c'était positif, mais il y a aussi beaucoup de commentaires qui étaient un peu comme OK, on s'en fout, tu sais, c'est pas une histoire, on s'en fout, whatever. Puis c'est ça. Comme pourquoi t'en fais un cas? C'est ça. L'aide des daigneux comme ça me dérange. Ça me dérange parce que, OK, peut-être c'est pas important pour toi, mais l'histoire peut-être était pas écrite pour toi, tu sais. C'était écrit pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en ce moment, il y a un adolescent quelque part. J'ai eu des centaines de courriels, des athlètes, des adolescents, un peu de tout. Même, tu sais, des personnes, tu sais, même pas OK, j'ai lu ton article, puis c'est vraiment cool, puis je te supporte, etc. J'ai eu des centaines d'emails comme ça. Et un peu de partout, j'en ai eu de la République tchèque, j'en ai eu de la plus petite ville aux États-Unis que tu peux penser dans Oklahoma, par exemple. Texas, Colombie. Dans le sud aussi, je pense. Dans le sud, Louisiana beaucoup. Mississippi. Ça peut être plus tough, peut-être. Tu sais, Californie, genre un peu, vraiment partout. T'as reçu des emails en français, les gens qui savent que tu parles français? Ouais. Mais ouais, j'ai eu 2 emails en italien aussi. Les gens font leur recherche. Ouais. Avec Google, c'est très facile. Mais c'était... Est-ce que c'est très flatteur? Oui, mais c'est aussi... c'était... Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais peut-être, tu sais, une vingtaine d'emails, peut-être. Mais vraiment avoir tellement de messages comme ça, puis tout le monde était supportif. J'ai pas eu one hate mail, pas du tout. Même pas un. Fait que c'était vraiment... C'était vraiment cool, honnêtement. C'était spécial. Très cool. Puis honnêtement, j'en ai encore des emails qui rentrent chaque mois. C'est comme ça que ça fait du chemin puis que quelqu'un va finir par faire son coming out dans les gens. J'espère, en tout cas. Comme je le dis toujours, je l'ai pas fait pour moi. T'sais. Non, c'est ça. C'est pas pour mon ego, j'en avais pas besoin. Non, c'est ça. Je m'en fous vraiment pour ça. C'est vraiment pour les autres. Est-ce qu'il y a des gens ou des collègues... Parce que tu sais, il y a quand même une compétition entre les arbitres. Ouais. Là. Est-ce qu'il y a des collègues ou des gens t'ont dit... quel move politique de ta part de faire un coming out pour vouloir monter, pour vouloir être le premier? Non, personne n'a dit ça. Mais non, en tout cas, pas à ton visage. Pas à ma face, mais c'est sûr qu'il y a des personnes qui peut-être ils disent pas, même pas entre autres arbitres, mais ils vont le penser, genre. Mais est-ce que toi, tu t'es dit, moi, ça pourrait m'aider à monter? Non, pas vraiment. Ça, non, pas du tout. Honnêtement, on n'est même pas rendu là. C'est trop tôt pour ça. C'est ça. Ouais, non, ça m'aidait pas. Vraiment? Non, pas du tout. Pour revenir ça... la cause. Ouais, on va dire. Mais c'est cette cause-là que je travaille tellement fort. Je veux dire, on n'est même pas arrivé dans le hockey, en tout cas, dans le point au point que si quelqu'un, un joueur, un arbitre, whatever, OK, on va l'engager parce qu'il est gay. J'aime pas cette mentalité-là. Ouais. 2, on n'est même pas rendu là parce qu'il y a des étapes. La première étape où c'est non, il y en a pas. Il y a une autre étape où OK, il y en a un, il y en a 2, OK, c'est correct. Mais on veut pas les engager encore. Ou c'est pas une raison pour les engager. Puis le prochain niveau, c'est OK, faut qu'on engage un gay. Puis après ça, c'est OK, tout le monde est égal, on s'en crisse. Ouais, c'est ça. Il y a comme plein de paliers, puis on n'est pas rendu. Maintenant, on est rendu au 2e. Ouais, c'est ça. Lentement, mais sûrement. Ouais. C'est drôle parce que ça veut dire que toi, tu as eu, par rapport aux joueurs homosexuels, tu as eu des encounters, tu as rencontré des gars dans des contextes. Ouais. En personne où ils ont dû avoir un regard de don't last, don't tell. Dans le sens de là,
ça reste entre nous, là. Ouais. Mais il y a genre une règle pas écrite dans le monde gay que tu out jamais personne. Non, c'est ça. C'est le choix de la personne. C'est ça. Ça, c'est la règle vraiment, vraiment stricte du monde gay. Surtout dans le sport. Surtout dans le sport, c'est vrai. Mais même en général. En général, c'est tellement personnel. Puis tout le monde se rappelle comment c'était pour eux autres. Fait que c'est vraiment comme, OK, non, je peux pas faire ça. T'sais. Comment t'as réagi quand tu croisais des gens dans des contextes où tu faisais, toi, tu sors pour avoir du fun, je peux pas croire que ma soirée vient de prendre ce tournant-là. Honnêtement, je m'en fous. Ouais, c'est rendu au point que j'y pense même pas. Moi, je suis un gars très ouvert, très honnête, puis j'irais pas quelque chose derrière un dos de quelqu'un. Fait que puis je suis tellement... Ma vie personnelle, c'est rendu que c'est tellement public, ce point-là. Parce que je m'en fous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des joueurs dans la nationale qui sont homosexuels. Ça, c'est officiel. Ouais. Puis je disais joueurs, mais c'est coach, arbitre. Ouais. C'est ça. Bref. Qu'est-ce que je vais te parler après? Oui. Oui, c'est ça, en fait. Est-ce que depuis que tu as fait ton coming out, tu sens que ça a changé aussi le regard des gens? Envers moi? Ouais. Parce que là, maintenant, là, c'est comme... Bon, les gens le savaient, mais tu sais, t'es dans une position d'autorité, t'es sur la glace, il y a des émotions, il y a des joueurs, il y a des coachs. Y a-t-il quelque chose qui a changé? Pour le mieux ou pour le pire? Je pense pas. Je sais pas, parce que peut-être... si ça a changé, je dirais des fois plus pour le mieux, parce que le monde, peut-être, maintenant, il me respecte même plus. À cause de ça? Ouais, à cause de ça. Les joueurs, ils te le disent? Les gars, comment te le fait savoir, ça? Ben, comme il y avait des joueurs à la fin de la saison passée, il y avait le dernier match de la saison, puis il y a une équipe qui faisait pas les séries, fait que la saison était vraiment finie. Puis après le match, ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit, il y a 2-3 gars qui ont dit, hey, continue, qu'est-ce que tu fais? Ça prend beaucoup de courage de faire ça. Continue. C'est des petits mots comme ça, fait que c'était vraiment cool. C'est vraiment cool. Tantôt, c'est une affaire que je viens de me rappeler que je voulais te parler quand tu parlais des commentaires homophobes utilisés par des joueurs. Entre eux autres. Entre eux autres, ça. La fameuse utilisation du mot fag. Ouais. C'est ça, c'est le mot qui revient tout le temps. Toujours, C'est ça c'est comme l'espèce de mot que c'est rendu banal, les gars. Dans leur tête, prend même pas une connotation homosexuelle, c'est juste un slur qu'ils utilisent. Mais ça, c'est un mot qu'ils utilisent sur la glace qui est beaucoup utilisé encore aujourd'hui. Dans l'hockey professionnel, moins en moins. Mm-hmm. Parce que de la conversation. À cause des conversations importantes qu'on a comme celle-là. Mm-hmm. Je sais, dans la Ligue nationale, c'est vraiment... Il y a zéro. Si quelqu'un l'entend, c'est tolérance zéro. Dans la Ligue américaine, à l'East Coast, je le sais pas vraiment, parce que moi, je l'entends des fois, puis si je l'entends, c'est tolérance zéro. Je vais pas donner une punition, parce que c'est pas la... C'est pas vraiment un bon... On parlait de gérer un match. La manière de gérer. C'est pas la manière de gérer cette situation-là. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est arrivé aussi. Oui, c'est arrivé, certainement. Comment tu réagis quand ça? Je vais aller parler aux joueurs d'habitude durant le prochain time-out. Des annonces publicitaires, il y a des petits time-out. Fait que durant ça, je vais aller voir le joueur, puis je vais lui dire, hey, écoute, là... tu peux pas appeler un gars ça, un fag, un homo, un gay, whatever, queer. Tu peux pas dire ces mots-là. Appeler n'importe quel d'autre fait pas homophobique, fait ça pas homophobique ou raciste. Ou quelque chose comme ça. Puis la plupart du temps, les joueurs vont comme, OK, excuse-moi, je comprends. La plupart du temps. Est-ce que c'est arrivé que des gars comme là? Ouais, si ça arrive, je vais voir le coach directement. Puis d'habitude, le coach, il dit, OK, femme de la gueule. Ça va plus arriver. Ouais. Est-ce que les fois, les gens aussi, les gars, où ils te demandaient pourquoi, puis tu répondais? Ouais, ça arrive, ouais. Tu leur répondais? Ouais. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Why? What's the big deal?
Puis tu répondais. Ouais, I'm gay. Tu vois les yeux tout de suite. C'est moi, tabarnak. Tu vois tout de suite. Oh, I fucked up. Tu sais. Mais, puis là, ils comprennent tout de suite. Il pourrait pas mieux avoir pas de message. C'est clair. Puis d'habitude, après ça, ils vont y penser. Tu vois qu'ils vont y penser 2-3 minutes. Puis la prochaine fois qu'ils sont sur la glace, ils viennent directement à moi et puis ils s'excusent. Une deuxième fois. Hey man, I'm really sorry, man. Like, I didn't mean that. Puis moi, je suis comme, OK, don't worry about it. Just don't do it again. Lesson learned. C'est ça. Puis, fait que c'est ça la manière. C'est plus une éducation que rien d'autre. Exactement. Parce que ces mots-là, les personnes qui utilisent ces mots-là, spécialement sur la glace, comme on disait, c'est-tu directement lié à l'homophobie? Non. Mais qu'est-ce qu'on appelle casual homophobia, tu sais. C'est ça. C'est la banalité de la chose. Exactement. Ça fait partie de la culture qu'on parlait, puis ça fait partie du langage. Mais on est en train de changer ce langage puis cette culture tranquillement. Mais honnêtement, oui, ça arrive tranquillement, mais c'est en train de changer. Puis ça, c'est la manière de procéder pour que quelqu'un fasse des coming out puis que la... Parce qu'aussitôt tu pointes le doigt puis tu commences à te fâcher, tout le monde vont se défendre. Tout le monde tombe en défense. C'est ça. Fait que c'est vraiment essayer d'expliquer pourquoi on peut pas utiliser ces mots-là puis pourquoi c'est important de parler de ça. Il y a eu des initiatives qui ont eu beaucoup été médiatisées. You Can Play. Ouais. You Can Play, qui est le fils de Brandon... le fils de Sean Burke. Brian Burke. Brian Burke, excuse-moi. Le fils de Sean Burke, c'est un goaler, ça part pas. Brian Burke, qui était un GM, qui est même rendu à Calgary comme président des opérations hockey, qui est très connu des amateurs de hockey. Son fils, puis qui est connu comme un peu le Donald Trump, un peu du hockey. Mais oui, il est un peu le Sten sérieux, tough. Ouais, c'est ça, puis un peu conservateur. Ouais. Puis son fils, à lui, a fait un coming out. Ouais. Et ça, avant de décéder, son fils est mort... il est mort dans un accident d'auto. Très, très bizarre timing, là, un peu weird et dramatique. Mais lui a pris... Puis tu sais, c'est un peu, justement, tu t'entendais vraiment pas à ça de lui parce qu'il est tellement mean, puis tout ça. Il a fait comme quoi... il était très sportif... je sais pas supportif, mais je cherche le mot, mais il supportait beaucoup le coming out de son fils, puis il n'y avait aucun problème avec ça, puis ils ont hâte qu'il y ait des coming out dans le monde professionnel, puis ils ont fait cette initiative-là. C'était quoi exactement You Can Play? You Can Play, c'est une organisation qui... Bref, ils veulent inclure tout le monde dans le monde gay, dans tous les sports. Parce que tout le monde est bienvenu. Pas juste comme joueur, mais comme partisan, comme coach, comme directeur, n'importe quoi. Et ils font du bon travail quand même avec les ligues professionnelles. Ils font beaucoup de vidéos avec les stars joueurs, etc. Choses comme ça. Puis ils font du bon travail, c'est important. Où ils font moins de travail, puis je trouve qu'ils devraient faire plus de travail, honnêtement, c'est dans les ligues juniors. Aller à la source. C'est ça. Aller tout de suite voir les enfants, faire l'éducation. C'est ça. Parce que ce langage-là, puis la culture de hockey, elle commence dans l'hockey junior. C'est ça. Puis s'il faut que j'explique la culture de hockey à mes amis ou à des personnes qui connaissent le hockey quand même, mais ils comprennent pas exactement de quoi je parle, je parle toujours de l'hockey junior. J'ai dit, tu connais-tu le hockey junior un petit peu? La culture des jeunes 16, 17, 18 ans. Avec les cheveux, puis c'est long, les cheveux bleachés avec du flow qui sort du casque, etc. Tout ça, c'est une culture. Ouais. C'est une culture. Puis c'est cette culture-là qui se met dans les ligues pro parce que c'est ces joueurs-là qui vont aller dans le pro. Fait que, comme tu dis, c'est vraiment la source. Puis moi, je pense qu'il devrait faire plus de travail dans ces milieux. Toi-même, tu t'es impliqué au niveau de... Ouais, moi j'aime ça. Moi, j'essaie de parler des fois au secondaire. Parce que c'est le même âge hockey junior, en fait. Fait que c'est la source aussi.
Et c'est pas juste pour le hockey, c'est juste pour l'acceptance en général et que, en fin de compte, essaie de briser le stéréotype, en fin de compte. Tu sais. Parce que j'arrive comme le jock, le gars de hockey, puis après ça, et je suis gay. Fait que c'est comme, wow, OK. Fait que c'est pas juste le gars qui est plus féminin qui est gay. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis l'inverse, c'est vrai aussi. Je veux dire, on a fait beaucoup de travail, You Can Play, puis des autres organisations, ils ont fait beaucoup de travail pour expliquer que même le jock peut être gay, pour briser ce stéréotype. Mais il n'y a pas beaucoup de travail qui est fait pour dire que s'il y a un gay qui tombe dans ce stéréotype-là, qui est féminin, pourquoi il ne peut pas jouer au hockey? Puis ça, là, on n'est pas rendu là. Même pas proche, mais moi, je parle toujours ça parce que, tu sais, ces gars-là puis ces filles-là sont tellement... ils sont différents à un âge tellement jeune. C'est pas comme moi qui étais un jock puis si tu me regardes, il a l'air d'un gars normal, whatever. Ouais. Ces personnes-là, ils ont une vie très difficile parce que à 6, 7, 8 ans, sont déjà... Ils tombent dans ce stéréotype-là. Ouais. Fait que tout le monde les met un label. Ouais. Et ils voient que le sport, c'est juste les gars, les jocks masculins, etc., qui veulent rien savoir d'eux autres. Fait qu'ils sont même pas donné la chance de tomber en amour avec un sport comme les autres. Ça crée des divisions. Là, exactement. Est-ce que pour un arbitre, c'est plus facile de faire un coming out que pour un joueur? Je pense que c'est la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile d'être justement dans l'équipe avec les gars? Y a-t-il quelque chose de awkward, de malaisant avec si quelqu'un sait que t'es gay, puis là, tout le monde est tout nu dans le champ. Y a-t-il quelque chose là-dedans ou ça, c'est juste overthink? C'est vraiment overthink. OK. Juste comme... Est-ce que les autres joueurs deviennent mal à l'aise? Tu sais, c'est ça, je sais pas. Ouais. Est-ce que je me demande tout ça? Comment, c'est une question qui arrive souvent, mais honnêtement, écoute, la réalité, c'est que juste comme tous les gars sont pas attirés à tous les fans que tu vois. Non, c'est ça. C'est exactement la même chose. On a des types aussi. C'est pas n'importe quel gars qui... En fait, je disais pas ça tant pour je disais pas ça pour le joueur, en fait, qui est comme, je suis dans... Non, c'est plus pour les autres qui tu sais, quand tu dis dans une mentalité de joueur de hockey conservateur, ben là, moi, je suis dans une douche avec un gars qui est homosexuel, moi, j'aime pas ça. C'est pas pour le joueur. Non, mais je comprends, mais c'est pour eux autres aussi qu'il faut qu'ils comprennent qu'on s'en fout. On s'en fout et on n'est pas, honnêtement, on n'est probablement pas attiré à tous les gars dans l'équipe. Fait get over it. Vraiment. And aussi, comme ils disent, get over yourself. Avant de te laisser aller, avant de venir à la AHL, puis à ce qui s'en vient pour toi l'année prochaine, si un jeune qui nous écoute en ce moment, qui est dans le hockey, dans le sport en général, qui pense qu'il est homosexuel, c'est quoi que tu voudrais qu'il sache? Que tu aurais aimé savoir à son âge? Premièrement, c'est correct. C'est correct d'être gay, c'est correct. C'est pas un problème. Non. C'est pas ça un problème. C'est ça. Deuxièmement, tout le monde a son temps de faire son coming out. Fais-les quand t'es prêt et confortable. Je comprends que des fois, être dans, pas out, c'est difficile, puis, mais il y a des gens, il y a des personnes, puis il y a des organisations qui peuvent aider. Comme par exemple? You Can Play, par exemple. Un autre exemple, moi. Dans mon article, j'ai mis mon email parce que exactement ça. Pour aider les... C'est encore le même email? Le même email, oui. C'est quoi? C'est Dre. D-R-E-A? Non, D-R-E. Ah, D-R-E, OK. Baronnet, B-A-R-O-N-E, à commercial@gmail.com. Ou même mieux, Instagram. Tu sais. Il y a les jeunes sont tous Instagram. C'est vrai. C'est à commercial Dre Ventures. D-R-E-V-E-N-T-U-R-E-S. Comme un adventure, mais Dre Ventures. C'est bon. Avec un S. Fait que t'es rejoignable aussi. C'est ça, ouais. Sur mon Instagram, c'est Dre Ventures. J'ai beaucoup de messages aussi. Puis c'est bizarre parce qu'Instagram, j'ai jamais pensé comme
c'est un milieu pour des messages, mais il y a pas beaucoup de back and forth, mais il y a beaucoup de monde qui m'envoie des messages là-dessus. Puis souvent, c'est un email que j'ai eu, mais il n'y en a pas juste un, il y en a 2 ou 3, mais c'était vraiment qui sont restés avec moi, c'est j'ai lu ton article, puis demain, je vais faire mon rente à mon équipe. C'est comme, wow. C'est impressionnant. Ouais. Puis souvent, c'était dans les... c'est aux États-Unis, dans les sports secondaires ou dans les sports universitaires. Right. Fait que dans le fond, tu conseilles de prendre son temps. Ouais, prendre son temps. Puis honnêtement, moi, je pense qu'ils vont peut-être être surpris des réactions dans une manière positive. Ça va... mais tout le monde est différent, je veux dire. Moi, évidemment, j'ai eu une expérience exceptionnelle. Puis je comprends que pas tout le monde va avoir cette expérience-là. Mais ils vont se sentir tellement mieux une fois qu'ils font leur coming out. Parce que même s'il y a une réaction négative au début, il faut aussi comprendre d'où la personne vient, l'autre personne qui a cette réaction négative, parce que peut-être ils savent rien du monde gay, ils savent rien de cette... Ils comprennent pas. Ils ont jamais eu une expérience avec une personne gay. Faut juste leur expliquer. C'est tout. Moi, je le dis toujours, c'est éducation. Puis beaucoup de patience. Puis aussi, l'autre chose, savoir aussi quand s'en aller, quand c'est assez. Quand t'as pris ton abus, puis là, tu vois que tu peux pas changer l'idée ou pas en ce moment, faut que tu fasses quelque chose. Choisir tes batailles. C'est ça. En terminant, j'allais te demander justement, parce que ton parcours aussi, pas aussi, c'est tout relié, mais t'es arbitre, puis je suivais ton parcours, t'as monté les ligues, t'es dans la East Coast, et là tu t'en vas dans la ligue, pas tu t'en vas, mais en fait t'aspires à jouer dans la ligue, à arbitrer dans la Ligue américaine cette année. Ouais. J'allais te demander qu'est-ce qui te séparait de la Ligue américaine jusqu'à cette année? L'expérience, du temps. Ouais, juste plus de matchs, plus de juste, tu peux pas sauter je peux pas sauter des ligues comme ça tellement vite, ça prend du temps. C'est normal de jouer. Ouais, c'est absolument c'est normal. Ça prend au moins 2 ans, 1 ou 2 ans par ligue. Par ligue, ouais, minimum. Dans la SPHL, je suis là 1 an. Ici, HL, là, je suis 2, je commence ma 3e. Fait que là, c'est... T'espères avoir des call-ups cette année? C'est ça. Puis j'ai parlé avec mon boss, puis ils vont voir s'il y a un spot, etc. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi s'il y en a besoin des arbitres. Exact. Parce que on n'est pas beaucoup, oui, mais en même temps, parce qu'on n'est pas beaucoup, il y a pas beaucoup de place. Mais tu sais que t'es évalué. Oui, absolument. Puis tu sais qu'est-ce que tu vaux. Ça, oui. Puis quand j'étais plus jeune, je le savais pas. Non, c'est ça. Fait que, puis là, je le sais. Puis c'est un peu, ça me donne honnêtement un peu de paix quand même. Parce que je l'ai prouvé à moi-même que je suis capable. Tu sens que t'es prêt pour la Ligue américaine maintenant? Ouais. Absolument. Est-ce que tu vois dans ton chemin la NHL? Ben, honnêtement, après ça, c'est plus dans mes mains. C'est vraiment, c'est le timing. C'est s'il y a de la place. C'est la politique. Ouais. Il y a tellement de facteurs que, honnêtement, tu essaies d'habiter tes matchs le mieux possible, puis le reste, c'est... Tu peux pas contrôler qu'est-ce que tu peux pas contrôler. Fait. Mais tu penses que t'es assez bon, t'es confiant d'avoir les skills pour un jour un jour avec l'expérience de la Ligue américaine, oui. D'arbitrer dans la Ligue nationale. Est-ce que si je te dis que la Ligue américaine, ça serait la ligue la plus haute que tu... Mettons que est-ce que tu serais content avec ça? Oui, absolument. Puis tu t'arbitrais combien de temps? Toi, tu dis, je sais pas, honnêtement. J'y ai pensé, je sais pas. Mais faire une carrière dans la Ligue américaine, puis je pourrais avoir un autre métier, tu sais, aussi. Puis je sais pas combien de temps je ferais ça. Ça dépend. À suivre. Ouais, à suivre. Dre, ouais. Merci d'être venu au podcast. Pas de problème. Merci de m'avoir, honnêtement. C'était vraiment puis, cool. J'espère te réinviter avant 2019. 2019, oui. 2019. Je dois dire...
début saison 2019. Fait que fin 2019. Automne 2019. C'est ça, automne. Okay. Automne 2019. Puis, saison 2019-2020. Exactement. Puis si ça se passe avant, ben, je vais te réinviter avant encore mieux. Bon, parfait. Merci, bye bye. Merci, salut. Merci à Andrew Barone d'être passé au podcast. Je suis sa carrière avec intérêt. J'espère qu'il va arbitrer dans la Ligue américaine et qui sait peut-être un jour dans la Ligue nationale. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a fait réfléchir. Et je vous souhaite une excellente année 2018 à la hauteur de votre personne. Souhaitez des choses, rêvez à des trucs et faites-les. Moi, je me disais, j'aimerais ça ensuite voir Peter Forsberg, puis regarde, c'est ça. Alors, bonne année 2018 à vous et on se voit la semaine prochaine. Bye bye.